Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Semaine du Moucheur où c'est vraiment sympa, vous êtes de plus en plus nombreux à attendre chaque semaine le nouveau numéro et particulièrement lorsque l'on commence par une leçon de lancer autrichien au bord de notre rivière préférée. Aujourd'hui, dans Technique et Matériel, nous sommes encore à notre endroit préféré pour lancer à l'autrichienne. Nous avons déjà bien appris la base de lancer autrichien, l'épaule avec l'index sans bouger trop le poignet. Nous avons aussi appris la vraie simple traction, donc cela qui va vers devant et pas vers l'arrière. Et nous allons aujourd'hui employer ces techniques avec le shoot que nous avons également déjà appris à le lancer distance. Bon, je sais bien, souvent on dit on n'a pas besoin de lancer à 18 mètres, ni à 20, ni à 25. On prend des trucs dans nos pieds. C'est vrai, dans certains endroits, mais il est aussi vrai que si vous avez déjà pêché la Dordogne, ou le Gave d'Oloron, ou n'importe quelle grande rivière, comme la Socha par exemple, ou l'Unetz en Yougoslavie, il y a toujours des poissons que vous ne pouvez pas prendre car vous n'y arrivez pas jusqu'au lui. Alors, ça je vais vous le dire, dans le monde entier, ça m'arrive à moi aussi. Donc, le plus vous savez, de plus loin vous pouvez aller, de mieux pour vous, parce que vous prenez des poissons que d'autres avant vous n'ont pas pu prendre. Alors, comment on se prend? Premièrement, on se place au rapport au poisson, bien entendu, à l'endroit le plus court, au rapport avec les possibilités qu'on a derrière. Si on a derrière un obstacle, il vaut mieux lancer un peu plus loin pour atteindre le poisson que si vous avez derrière un arbre. Donc, on voit ici, c'est libre, donc on oublie ça. Ensuite, on est au plus court, donc on pêche en général en face. Et donc ensuite, calmement, on commence à sortir, s'asseoir de son moulinet et on laisse aller en simple traction. Hop, ça va toujours. Hop, et on tire. Alors, maintenant on y arrive au point fatidique où votre canne ne peut plus tenir en l'air toute la soie. C'est tout simplement parce que le poids devient trop lourd. Donc, à ce moment-là, on sort du moulinet, on fait la réserve par terre et on ramène la soie, on la lance, on essaye d'aller un peu plus loin, on laisse filer, encore un peu plus loin, ou là on sent, et là une simple traction et ça part. Vous avez vu? Alors là c'est toujours à peu près pas assez loin pour y aller là-bas. Je sors un peu encore, toujours revenir la soie vers vous. Si vous êtes en wading, vous faites pareil, ça fait une boucle dans l'eau, c'est pas grave. On ramène pour pas surcharger la canne. Un derrière, un devant, on laisse filer. Devant, on laisse filer un peu. On laisse filer un peu. Et là, simple traction et ça part. Et là, on y est presque. Alors, on va essayer d'aller encore un peu plus loin. Ben écoutez, là, c'est la fin de la soie. Elle est un peu courte, elle ne fait que 20 mètres. Donc, je suis au backing. Je suis aussi pas tellement aidé par les herbes là qui arrêtent quand même un petit peu le shoot. Mais on réessaye. Alors, on fait 1, 2, 1, 2, 1, 2. On laisse toujours filer un peu jusqu'au qu'on arrive. Et à la fin, on tire et ça part tout. Et on est à l'autre côté. C'est bien tendu. On a 30 cm devant la truite où la mouche elle tombe tranquille et elle dérive. Et là vous allez le gros lot parce que là vous avez le gros poisson qui va monter sur votre mouche. Alors je répète, tranquillement on commence petit à petit. Comme la respiration, on développe la soie, on la sort petit à petit. À chaque lancer, on la laisse filer un petit peu plus vers devant. Et à la fin, un coup, on lâche tout et on est au gros poisson. Alors la truite, elle n'est pas comme nous. Nous, des fois, on manque d'air. Eh bien, elle, la truite, elle ne manque jamais d'oxygène, car de toute façon, il est toujours facile pour elle d'extraire l'oxygène qu'il y a dans l'eau. Alors, Eric va nous parler de ce phénomène tout à fait intéressant. Aujourd'hui, dans l'environnement du pêcheur, je voudrais vous parler de l'oxygène. On sait que nous-mêmes, tout animal sur Terre, dans les airs ou dans l'eau,
a besoin d'oxygène pour fonctionner. C'est un peu notre carburant. Alors, on sait bien que des poissons ont des ouïes, ils avalent l'eau, ils passent en travers des petits barbules des ouïes et il y a un échange d'oxygène et CO2 qui se fait et qui permet à respirer aux poissons. Maintenant, comment il se trouve cet oxygène prenable pour le poisson dans l'eau? Bien entendu, il y a une grande différence entre eau dormante et eau courante. Ici, l'apport en oxygène est fait par le mouvement de l'eau. De plus nous allons en haute montagne, de plus nous avons des vitesses d'eau grâce à la pente, plus nous avons des obstacles dans l'eau, plus l'eau est broyée en permanence avec l'air. Et donc, comme on le voit très bien, des petites bulles se créent à l'intérieur et c'est ceux-là qui sont ensuite plus bas et partout absorbés par le poisson. Alors, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que l'eau a un drôle de comportement au rapport à l'oxygène. L'eau, il peut contenir une certaine quantité d'oxygène pour la redonner aux poissons et aux autres animaux. Mais cette contenance est variable selon la température de l'eau. C'est-à-dire que de plus l'eau est froide, de plus elle peut emmagasiner oxygène. De plus l'eau est chauffée, de moins elle contient. Alors ça c'est une chose à savoir. Reste à savoir que le poisson, il a un besoin à l'inverse. C'est-à-dire que le poisson, il a besoin de peu d'oxygène quand l'eau est froide et de plus en plus selon elle se réchauffe. Donc il y a un problème inverse. C'est pour ça que nous avons souvent en été, en eau d'étiage, quand il y a très peu d'eau, quand il y a l'eau chaude, des poissons qui sont très très mal. Autant qu'évidemment une carpe supporte une chute elle peut même respirer en surface, autant qu'un salmonidé, notamment la truite fario, qui aime vraiment l'eau fraîche et bien oxygénée, elle a des problèmes. Alors, on a ensuite l'oxygénation des plans d'eau et aussi des rivières avec des algues et avec des macrophytes. Il faut savoir qu'une plante produit l'oxygène avec la lumière, qu'elle redonne en forme de gaz à l'eau. Mais il faut savoir aussi que la nuit, la plante, elle ne produit plus rien parce qu'il fait noir, il n'y a pas de lumière. Donc la nuit, elle pompe l'oxygène. La relation importante à connaître est qu'une plante produit à peu près 5 fois plus d'oxygène qu'elle consomme pendant qu'il fait nuit. Donc ça c'est important à savoir. Maintenant, dans un plan d'eau qui ne bouge pas, comment le lac est oxygéné? Alors, la chose importante pour un plan d'eau, donc un réservoir ou un lac de montagne, c'est le vent. C'est le vent qui prend en charge l'oxygénation parce qu'il souffle dessus, il touche, il fait contact, en même temps il crée des vagues et quand des vagues avancent dans le lac et quand il y a des petits moutons, comme on dit, quand ça roule blanc, mais le lac est oxygéné et il est même mélangé avec un roulement de l'eau qui fait de la surface, qu'il descend parce que l'eau bute contre la paroi et elle descend et comme ça le lac est oxygéné homogènement. Il faut savoir pour finir que bien entendu des plantes subaquatiques dans des eaux calmes et stagnantes sont pour beaucoup plus que dans une rivière comme aujourd'hui. Bon alors on va rentrer au chaud. On va rentrer au chaud pour monter la mouche de la semaine, bien sûr, c'est le moment. Et en fait, pour monter une mouche que moi j'adore, vous savez bien, à chaque fois je vous le dis, j'adore les grosses mouches, les gros streamers avec lesquels on prend des grosses truites. Regardez, alors ça c'est quelque chose de vraiment vraiment sympa qui va nous permettre d'attraper de vraiment grosses bestioles. La mouche de cette semaine est un streamer qui vient des États-Unis et qui s'appelle Texas Rose. C'est un nom superbe, c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est une mouche superbe car elle prend beaucoup de poissons à travers du monde entier. Et c'est un produit dérivé des Moodler Minnows. Tout le monde connaît ces mouches, donc ces streamers qui sont censés imiter des chabots. Et les Américains ont vraiment fait une mouche fort en couleur, qu'ils ont emprunté la forme générale du Moodler, mais ils l'ont réduit à sa plus simple expression. C'est une mouche vraiment très très fine,
on dirait presque douce, qui prend des très gros arcs-en-ciel en réservoir et parfois aussi dans les rivières américaines. Voyons maintenant comment on la monte. Alors, ce Texas Rose, on prend un hameçon streamer 4 fois long. Donc, ici, c'est un 10, un 8 ou un 6, mais la tige est 4 fois plus longue qu'un hameçon standard, comme on l'a déjà appris. On va commencer ce modèle qui est vraiment très très simple par une petite queue en plume d'oie orange. Donc on fixe ça d'abord. C'est un teaser, ça les attire. Détruite bien entendu. Ensuite, on a un corps qui est entièrement très fin jusqu'aux 3/4 de vent en tinsel argenté plat. Ce tinsel, donc qui se met directement à l'hameçon, donc il n'y a pas de sous-corps. Hein, et ensuite, par un rib doré entrecoupé. Ça fait un corps très fin, uniquement brillant. Ensuite, il y a quelques petits poils, mais vraiment une touffe de rien du tout, de bucktail orange qui va jusqu'à la queue derrière. Et tout se termine par une tête en poil de chevreuil en type muddler. C'est tout ce qu'il a du muddler. Parce qu'on sait bien que le muddler, il a aussi une aile en turquie et aussi des poils de chevreuil qui vont en arrière. Donc, vous voyez, la mouche est vraiment conçue très sommairement, mais elle marche par son corps élancé très fin, uniquement de tinsel, qui brille beaucoup. Et c'est un vrai killer à arc-en-ciel. Voyons maintenant des matériaux qu'il nous faut pour la réaliser. Comme d'habitude, il nous faut un étau qui serre bien l'hameçon, un ciseau pour des gros travaux, un ciseau pour les travaux fins, notamment pour tailler les poils. Il nous faut un fil de montage avec un porte-bobine costaud pour réaliser des streamers. Si on casse quand même un enfileur pour repasser le fil dans le tube et une aiguille à dubbing et un flacon de vernis pour réaliser la tête. Côté matériel, côté matériaux, nous avons les hameçons. Donc ici les hameçons en muddler à l'œillet droit. Là, j'ai mis la taille 6. Vous pouvez le réaliser en 2, 4, 6, 8 ou même 10. Ensuite, pour la queue, une plume d'oie teintée orange qui va faire l'affaire. Le corps avec des tinsel plat argenté. Le rib du corps en or. Ensuite, l'aile, même si elle est très petite et pas fournie, sera ici en bucktail orange. Et la tête en chevreuil, couleur orange foncé. Et le tour est joué. Mettons-nous maintenant à l'étau pour la réaliser. On commence comme d'habitude avec l'enroulement du fil jusqu'à la courbure où on coupe. Voilà. Là, on commence par mettre la plume d'oie derrière qui va faire la queue. On la tient, on ne tire pas, la troisième fois on tire, hop, et du coup on a un fil bien, voilà. On fixe tout, là on réalise un sous-corps avec le fil de montage que on peut vernir si on veut. Il faut arriver à le faire assez régulièrement pour faire quelque chose de joli. Ensuite, on fixe le tinsel plat, argenté donc, suivi du tinsel doré, rond. C'est bien important de mettre les deux.
On fixe le tout jusqu'au devant. Bon, ensuite, on commence à enrouler le tinsel plat. Bon, on a presque fini le sous-corps argenté. En passant plusieurs fois aller-retour, on a fixé un couplet excédent et on met du vernis pour solidifier le tout. On peut mettre aussi des époxy, bien entendu, qui est aussi bon. Ensuite, on passe le fil doré dessus, qui va être noyé dans le vernis et qui va faire encore solide et brillant. Bon, là aussi on a fini, on termine. Maintenant il faut l'aile. L'aile, c'est donc quelques fibres, mais vraiment quelques petites fibres du bucktail qui doivent avoir la même longueur que la queue. On mesure, on fixe. Voilà. Et il nous reste à réaliser la tête avec la poêle de chevreuil en type de Mudler. Nous mettons au-dessus, on tourne et on tire. Et hop, le tout est fixé. Il suffit maintenant de rabattre en arrière, faire la tête et tailler la mouche. Un demi-clé, un autre. Ça, il faut bien le vernir après parce qu'il faut bien que ce soit droit. Alors maintenant, nous coupons tout autour. On peut laisser les fibres comme ils sont maintenant, mais à l'origine, il reste pratiquement rien des chevreuils. Tout est coupé à ras par les Américains. Moi, ça me fait un peu la peine de tout couper au moyen rond. Mais bon, je laisse un peu. Voilà votre Texas Rose Streamer pour le réservoir et arc-en-ciel. Alors il y a des fois à la pêche où vraiment, je ne veux pas vous saper le moral, mais c'est pas terrible. Alors vous savez, vous arrivez au bord d'une rivière, vous voyez alors partout autour de vous détruite, ça arrive quand même, et là ça arrive particulièrement dans ce pays sympa qui est la Slovénie, détruite partout, et là, rien à faire. Ça nous est tous arrivé. Et bon, Eric, la plupart du temps, dans toutes nos émissions, tire son épingle du jeu, et là, difficile. Il va nous expliquer pourquoi il y a, en gros, rien à faire. Alors vous savez, vous, ça peut vous arriver, vous me direz, vous nous téléphonerez, ok ? Encore à manquer. Vraiment.
Ah là 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 là. Aujourd'hui, vous avez vu les images de cette magnifique poule d'une rivière en Slovénie. L'eau est cristal. La température de l'eau est un peu chaude, mais ça correspond quand même tout à fait encore au cycle de la truite. Vous avez vous-même vu que d'en haut, que la rivière est farcie de poissons, des truites arc-en-ciel, des truites fario et des saumons de fontaine. Et quand je suis arrivé ici, j'ai vu ça, je me suis dit, idéal pour vous présenter un bon carton et de briller à la télé en sortant une après l'autre et faire un tas à la berche, comme j'ai l'habitude de le faire. Et depuis quelques temps là, vous avez bien vu que je pêche. J'ai eu de nombreuses touches, mais les poissons font uniquement taper des dents, comme on dit. C'est-à-dire que ce sont des poissons extrêmement pêchés, qui connaissent toute mouche française, italienne, autrichienne et même outre-Atlantique. Et je n'ai pas réussi à les convaincre de les avaler. Alors, qu'est-ce que je fais? Je commençais par ma mouche favorite, une imitation de plécoptère avec double bille qui normalement dans ces eaux ici du karst slovénien marche très très bien. J'ai eu effectivement au début un grand succès car tout le troupeau, comme vous l'avez vu, a carrément suivi ma mouche. Le problème pour moi c'est que ça s'est arrêté là. J'aurais nettement préféré une seule l'avaler que 30 le suivre. Après donc plusieurs essais infructueux, j'ai mis ma deuxième mouche fétiche, l'antibredouille, une toute petite oreille de lièvre avec une bille d'oreille en tête. Ça allait mieux, c'est-à-dire qu'il n'y en avait pas 30 qui suivaient, mais toujours une seule. Mais une seule, j'ai réussi à piquer un peu et que j'ai, comme vous l'avez vu, tenu quelques instants, mais elle s'est décrochée, qui montre bien qu'ils prennent vraiment pas bien. Je vais naturellement continuer à pêcher parce que je ne peux pas rester sur un échec. Qu'est-ce qui vous concerne? Je ne sais pas dans cette émission si vous allez pouvoir voir si j'ai pris ou pas. Mais la prochaine fois, je vous dirai qu'est-ce qu'il y en a eu. À rappeler seulement, une surdensité de poissons, des bonnes conditions. J'ai essayé des gros jigs fluo. Normalement, les arcs-en-ciel, on sait, des couleurs chartreuses fluo ou aigles de salmon egg marchent très bien. Ils n'ont même pas suivi. J'ai mis ensuite des gros jigs qui limitent des alevins. Ils ne sont pas suivis. Donc ensuite, la mouche qui a vraiment le mieux marché, c'est l'oreille du lièvre en taille 14 et même en 16, si je peux dire. Et rien n'a été pris, suivi ou regardé en grande taille. Donc quand les poissons sont, comme on dit en allemand, prêlés, c'est-à-dire ils sont déjà mal aux dents à peu près partout, des plus petites est la mouche et des plus ternes sont des couleurs, des plus on a la chance. Maintenant, je vais vous laisser, je vais continuer parce qu'il ne faut quand même pas rester sur un échec. Alors je peux même vous le dire, après l'émission, après le tournage, après tout, on a encore repassé à peu près une boîte entière de mouches. Et rien à faire. On avait quasiment envie de devenir braco, mais il ne faut pas le dire. Mais on avait vraiment envie de les exploser. Il n'y avait rien à faire et pourtant elles sont très belles. Et on a passé, je vous dis, encore une autre boîte à mouches. En parlant de boîte à mouches, au courrier de la semaine, j'ai reçu ça. Alors c'est quasiment, c'est pas une pub, hein, c'est juste pour vous dire que ça existe, monsieur De Pastor, qui m'a envoyé une boîte. Alors il m'a envoyé cette boîte là, je vous la montre. Vous voyez, cette boîte de petits cigares dont on ne fera pas de publicité car c'est pas bien de fumer. Mais à l'intérieur, lui, voilà ce qu'il met. Alors c'est un monteur professionnel qui fait des mouches tricotées, des nymphes tricotées. C'est complètement superbe. Et c'est important de dire que en France, il y a des monteurs qui font des mouches vraiment sympas. Alors, si vous aussi, vous avez
Vous êtes pro, vous montez des mouches? Eh bien, n'hésitez pas, passez un coup de fil au répondeur de l'émission, et puis on vous dira comment faire, vous nous les envoyez, et puis peut-être qu'on viendra faire une émission chez vous. En tout cas, la semaine prochaine, on reprend la semaine du moucheur, où on espère bien, là, cette fois-ci, prendre du poisson. Allez, c'est promis, on va en prendre, et des gros si possible. À la semaine prochaine.